Qu'est-ce que c'est que cette petite news délicieuse qui est sortie? Ils font pas ça d'habitude, Bandai. Hein. Il y a eu Ils font pas ça. tellement. Déjà, ils ont vachement bien communiqué. Et il y a eu en fait un rapprochement entre deux événements qui ont apporté énormément d'informations. Il y a eu le One Piece Day qui s'est passé notamment à Dallas il y a quelques jours, semaines. Et on a eu dimanche dernier les Worlds de One Piece. Et ils ont profité de la fin des championnats du monde pour faire des annonces tonitruantes. Et là, j'ai des choses à dire. On espère à chaque fois qu'on caste un Pro Tour Magic ou quoi, mais nous, ça qui n'arrive a rarement, voire jamais lieu. Et ben là, ils ont tout compris. Je peux vous dire que Bandai prend soin de sa communauté. Et franchement, pour être consommateur de Bandai depuis des années, je suis médusé. Oui, je suis médusé. D'autres collègues comme Posca sont aussi médusés. Surtout quand tu viens d'autres jeux, tu te dis ah bah putain, on n'est pas tous. Tout le monde n'est pas traité comme One Piece. Ouais, mais ça fait plaisir parce que c'est un jeu qu'on soutient, qu'on aime. One Piece. Ouais, et puis aussi Bandai, ils apprennent aussi de leurs erreurs. Ils ont peut-être envie justement de capitaliser sur le long terme sur cette licence-là. Mais on y reviendra. C'est le propos de tout à l'heure. Ils font des cartes géantes. Ça c'est asmodé, ça. T'avais des cartes géantes ADB? Non, c'est vrai. Mais j'étais pas créateur de. Enfin, j'étais créateur de contenu. Si, en fait, je faisais même du DB des fois, mais juste, j'étais pas dans l'équation, quoi. T'en faisais à la cool. J'en faisais à la cool. Bon alors, première annonce qui est tombée pendant le One Piece Day, l'Occident rattrape le Japon avec une sortie commune en 2026. Quel plaisir. Te rends-tu compte comme c'est fou? Mais du coup, j'ai une question, parce que moi, j'ai pas l'information. Vas-y. J'ai pas le détail de l'information. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Ça, je l'ai vu tout de suite. Oui. Je me suis saisi de mon téléphone et j'ai vu que tu l'avais déjà noté. Oui. Donc, tu as été très vif. Oui. Ça veut dire que les sorties européennes vont s'accélérer ou que les sorties japonaises vont ralentir? Je pense, alors on n'a pas l'information, mais au vu des calendriers qui sont communiqués, je pense que c'est un mix des deux. J'ai l'impression que c'est un mix des deux parce que c'est un peu plus proche, tu as les sorties, notamment avec le français. En fait, tu sens que le Japon un peu plus lent. Exactement. En fait, tu sais, en tout cas, nous en Europe, on sait que les sorties sont hyper rapprochées. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ils vont détendre un petit peu les sorties japonaises pour arriver donc à la fusion en 2026. Okay. Je trouve que c'est une hyper bonne idée. Alors attention, ça se fait au détriment du... OP13 du coup? OP14 peut-être? Ou 2026, ouais, ça doit être ça. Avril 2026. À OP13, je pense que ça sera, la réunification sera pour les 3 ans du jeu avec OP13. Ok, ouais. Je pense que c'est une bonne chose pour le jeu au global, pour la découverte, pour la surprise, pour le fait qu'on ne connaisse pas toutes les méta d'avance. Oui, exactement. Mais c'est une mauvaise chose pour le portefeuille des joueurs. Et forcément, parce que nous, Européens, on avait forcément un œil très curieux sur ce qui se passe au Japon. Eux ont déjà éprouvé les métagames, et même si les métas ne sont pas calqués 100% entre la méta européenne et la méta japonaise, parfois on avait des différences de pourcentage de représentation de deck, des différences de deck tiers 1, tiers 1.5, mais globalement, ça ressemble quand même à la même chose. Ce qui est un bon leader est joué, ce qui est un mauvais leader est pas joué, et ça, en fait, le Japon faisait tout le travail pour nous. Donc, nous, on n'avait pas cet élément de surprise. Merci pour le boulot, le Japon. Merci, on vous adore. Super taf, franchement. On vous aimait, on vous adore encore plus. Génial. Mais donc voilà, cette fois-ci, ils ont quand même volonté de... Bah non, en fait, en tant qu'Européens, vous allez aussi vivre la sortie d'une extension, découvrir, tester. Et c'est trop bien. Vous planter. Mais en même temps, c'est trop bien, parce que moi, j'aime la nouveauté aussi, quoi. C'est un format, enfin c'est un jeu qui se renouvelle avec la nouvelle extension. Tu as souvent un bon nouveau leader qui apparaît, mais qui chamboule rarement tout. Donc au final, c'est ok. En fait, c'est vachement mieux pour ceux qui le consomment comme un main TCG, parce qu'ils ont tous les aspects qu'ils aiment avec la curiosité et la surprise d'un TCG principal. C'est vachement moins bien pour moi et toi qui le consommons comme un side TCG, parce que du coup, nous, sur les side TCG, on fait pas cette recherche qu'on peut avoir sur leur canal Magic, qui sont nos mains, de builder, tester et tout. Moi, ça me va très bien d'arriver. C'est quoi le méta dans One Piece? Hop, ça je prends. Effectivement, mais c'est plus simple à consommer pour moi comme ça. En soi, comme je le vois comme un jeu de... c'est mieux pour le jeu en tout cas. Si mes leaders sont toujours d'actualité, je regarde la nouvelle version du deck. Ouais. Je regarde moins genre quel nouveau deck performe, puisque j'ai pas encore la collection pour monter le nouveau deck. Au final, ça me gêne pour l'instant pas. Puisque, en tant que joueur, je parle. Puisque du coup, je suis juste en mode NLU est toujours bon. Oui. Oui, toujours bon. Oui, toujours. Attention, il a pris son petit tir, mais... Ouais, mais franchement, pas de galère. Il a pris un vrai tir. Il n'y a pas de galère, on est là. on en reparlera. Donc ouais, franchement, trop bien la réunification et on va pouvoir découvrir en avant-première. Pour avoir beaucoup suivi les méta japonaises, genre même dès qu'une extension sort, en soi, tu vois très vite ce qui se passe. C'est rare d'avoir des surprises. C'est un jeu qui est très lisible parce que c'est un jeu qui est orienté par ses leaders. C'est un peu comme Flesh and Blood. C'est les 7 familles. En tout cas, les decklists, on ne sait pas quel deck est puissant, mais on sait très bien comment est-ce qu'on va builder le deck autour du leader. Comme c'est un peu ce phénomène de cette famille ou à Flesh and Blood de classe, naturellement, je veux dire, quand le leader sort, tu sais, ah bah ok, je vais jouer les cartes de classe dedans. Donc
effectivement, c'est assez facilement lisible de savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais n'empêche que... Tout le support pour un deck est souvent dans l'extension où il sort. Ça, on n'avait pas ce travail là à faire. J'ai pas l'information, ils n'ont pas communiqué dessus, et je pense que ça n'arrivera pas. Je ne sais pas s'ils vont mixer les langues occidentales et les langues orientales. On sait que les langues occidentales, français, anglais, sont déjà mixables, il n'y a aucun problème. Est-ce que nous, en Europe, on va pouvoir jouer les cartes japonaises? Je ne pense pas. Et si c'est le cas... Alors là, je pense qu'il y a un rush card market à faire, les gars, mais d'une violence. Je pense que si, pour moi, parce que la seule différenciation, c'était pour éviter que des cartes pas légales puissent être jouées. En tout cas, ça n'a jamais été dit, et actuellement, le marché n'a pas pris ça en compte, je t'assure. Parce que chaque carte qui n'est pas un skin japonaise en Europe, c'est 10 centimes pièce, qu'importe la qualité de la carte. En vrai, ça coûte quoi de récupérer tout le format au cas où? Quelques centimes? Je me trompe peut-être, mais je vous assure que ça n'arrivera pas. Je vous assure que ça peut arriver. C'est dur d'être catégorique comme ça, mais... Non, mais j'aimerais bien. En vrai, si c'était le cas, ça me dérangerait pas, je serais content. Pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas réunifié. Parce que ça leur permet quand même, peut-être, de continuer à designer des produits exclusifs à certains marchés. C'est pas parce que les sorties sont réunifiées qu'on aura forcément le même méta. C'est pareil, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils ont juste dit que les sorties étaient réunifiées. Après, c'est les mêmes cartes qui sortent dans les deux... Oui, mais ils peuvent faire des produits exclusifs à différents timings, tu vois. Il y a quand même des produits qui sont exclus Japon, qui sortent pour des skins, oui, effectivement. Je sais pas. En tout cas, prenez en compte que cette info n'a pas été transmise. Ok. On verra ce que ça donne. Moi, en vrai, si j'unifie toutes les langues, je préfère. C'est une opportunité de rendre... C'est une opportunité de le faire. Je suis d'accord. Tout à fait. Ensuite, parlons des Worlds un peu. On va parler des Worlds de One Piece. Alors ces Worlds, ils sont à la fois très intéressants pour le gameplay, quels sont les decks qui ont été gagnés et tout, mais surtout ils sont hyper intéressants parce qu'à la fin, il y a eu énormément d'annonces que je vais vous transmettre ici. Plein de jeux. Pour discuter un petit peu de One Piece. Et c'est bien parce qu'on a vraiment toute la roadmap de ce qui va se passer à l'avenir. Et ça fait plaisir d'avoir tout dans une seule et même belle annonce. Nickel. Premièrement, les Worlds de One Piece se sont finis dimanche matin. La finale s'est jouée vers 9h du mat. J'ai d'ailleurs watch party sur Twitch. C'était hyper sympa. Je vais vous montrer rapidement le pricing du gagnant. Je sais pas si tu les avais vus. Non, je n'avais pas vu du tout. Mais je sais que c'est ce genre de carte. Mais là, on dirait vraiment pas du tout un skin One Piece. Non, on dirait pas trop un skin One Piece, très joli, mais sais-tu combien s'est vendu la précédente carte du gagnant des championnats du monde? À gauche, c'est le gagnant, je suppose. Ouais, c'est la version gold, argent et bronze. La version gold de l'ancien gagnant, donc c'est le Luffy Gear 5 avec les yeux exorbités. C'est vendu, c'est pas une vente qui a été officialisée, mais c'est des ondis d'achat, notamment en Asie. Attends, je regarde ça. Donc ça veut dire que... C'est de Luffy de Egghead. Ouais, donc ça veut dire... Alors, je sais pas combien elle a été vendue, celle-là. Ah, non, c'est pas ma question. C'est sais-tu combien a été vendue l'ancienne? Oui, ça, je savais. C'est juste que ça veut dire que théoriquement, si on raisonne de manière comparative, le gagnant des championnats du monde de One Piece, il a peut-être théoriquement gagné des millions d'euros. Putain. Si les cartes continuent à se valoriser à ce prix-là. Ah ouais. C'est fou. Hein. Je pense que c'est un peu une exception, la carte à 3 millions. Peut-être. Genre, c'est vraiment, ça n'arrive jamais dans le monde de la carte. Ça devrait pas. Prix. Mais là, c'est des en cartes plus, uniques. c'est pas le Gear 5, c'est Egghead. Je sais qu'au Japon, notamment, ça a énormément plu. Ouais. J'étais il n'y a pas longtemps où c'était Egghead venait de se finir au niveau des arcs. Et les produits dérivés avec les tenues, notamment de Egghead, il y en a des millions là-bas. Ouais. Alors que sur les autres arcs, pas spécialement. Tu vois. Donc je sais que ça a beaucoup parlé aux gens. Je crois que le prix vient même pas de la qualité de la carte, du visuel, de l'arc. Je pense que c'est juste, elle est unique. C'est la carte du championnat du monde. Je pense que suivant le personnage, de toute façon c'est Luffy, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Ils ont pas mis Usopp, même si j'aime Usopp. Ouais, mais Usopp il serait vendu 500 000, tu vois. Ouais, mais du coup, quand même Luffy, des prix ça qui se vend sont... 1 million. Ouais, mais c'est quand même des prix qui sont complètement idiots. Ils sont délirants. Ça donne très envie de gagner les championnats du monde de One Piece. Ça donne envie d'être bon au jeu, hein. Ouais. Un peu plus que d'être bon à d'autres jeux de cartes. Ça donne envie d'être très très bon au jeu. Au niveau du top 4 de ces championnats du monde, hyper inattendu, là où on attendait une méta qui était hyper dominée par Doflamingo et par Luffy noir-jaune, BY Luffy comme on l'appelle. Ouais, 33% je crois de méta de Doflamingo, c'est énorme. Aucun de ces deux decks ne s'est placé en top 4, probablement que la cible sur la tête qu'ils ont eue, ils n'ont pas réussi à l'assumer. Ouais. C'est hyper inattendu, je trouve. Il faut savoir quand même que les Worlds ont été joués dans un format unifié, donc forcément qui prenait en compte la banlist et les sorties occidentales, et non pas la sortie japonaise. Donc les Worlds de One Piece, si jamais vous voulez les regarder en rediff, c'est le format actuel pour vous Européens. C'est quand même important de le noter.
Et le top 4, c'est Enel en 4e position, Lucci en 3e position, qui a gagné la petite finale contre Enel. Ouais. Et la finale, c'était Lucci contre Shanks. Tout à fait. Et là, je peux te dire qu'on est vraiment sur de l'inattendu, quoi. Ce magnifique Lucci contre ce non moins magnifique Shanks. Ouais. Ça fait top 2 World. Je vais l'acheter. Ça fait top 2. Bah, tu l'as déjà acheté. J'ai le deck, mais j'ai pas cette carte. Ah, t'as pas cette carte-là? Ah, bah, c'est la plus belle. C'est la plus belle de ton deck. Ah, ça va tomber. Cela dit, quand je t'ai dit qu'il s'est fait déchirer, je pèse mes mots. Hein. Ah ouais, mais il arrive jusqu'en finale. Déchiré. C'est-à-dire qu'il a déchiré tout le monde. Oui, c'est vrai. Non, ça a été pas très très close contre Lucci, mais tu vois, Lucci, c'était pas forcément attendu à ce niveau-là non plus, parce que notamment avec l'émergence des nouveaux decks noirs, Barbe Noire, et surtout Barbe Noire qui prend pas mal de valeur dans l'OP10, les gens avaient un peu laissé Lucci de côté. Mais force est de constater que c'est un deck qui arrive à s'en sortir contre Enel, c'est un deck qui arrive à temporiser Doflamingo, c'est un deck qui joue des staples solides avec une boucle Moria qui te permet, on l'a vu encore en finale, littéralement de jouer 21 dons pour 8 mana. Et alors ça demande un setup, ça demande une construction de deck autour, mais en fait Lucci qui était un peu le grand gagnant caché de ce metagame, quoi. Ouais. Déjà deux copies en top 4. Complètement. C'est énorme. Alors qu'il était vraiment en recul, même dans les tier list, Lucci était plutôt genre tier 2, tu vois, il était même pas dans le tier 1. Ouais, c'est clair. Et couleur noire toujours solide. Ouais, mais c'est hyper inattendu que le deck noir solide, ça n'avait pas été BY Luffy, qui, d'après les estimations du consensus compétitif, allait gagner les Worlds. Il n'y avait même pas de débat là-dessus. C'est le meilleur deck, quoi. C'est le meilleur deck, celui qui est là depuis un an, qui récupère plein de bonnes staples génériques, qui peut jouer la boucle Moria 8 en late game, qui est capable de mettre son leader à 9000 de défense et donc d'avoir un bon match-up contre Doflamingo. Il n'y avait quasiment aucune raison pour que ce ne soit pas Luffy BY qui soit hyper représenté. Et donc c'est pour ça que... Putain, quel résultat étonnant, quoi. Ouais, grave. Autre annonce, donc une fois que cette finale a été passée et qu'ils ont remis les trophées aux gagnants, ils nous ont annoncé la première chose, c'est l'arrivée des starters de support en juin 2025. Et ça, j'avais pas vu. Et donc, si vous connaissez les super starters qu'on a encore en vente sur labelcard.fr, donc de ST15 à ST20, il nous en reste. Trop bien. Tout à fait. Il n'y a que le starter violet qui est out of stock actuellement. Luffy, tu connais. Qui on a Eh bien, ils ont annoncé des starters pour juin 2025 qui sont de la même qualité que les starters que vous connaissez actuellement, des starters de support pour certains archétypes, Baggy, Bonnie qui en avait bien besoin, Barbe Noire qui en avait peut-être pas besoin, Shanks qui va probablement te régaler, Yamato qui va être littéralement créatrice d'un nouvel archétype, je crois, parce qu'il n'y a pas de Yamato jaune, mais avec des bonnes cartes NL. Ouais. Mais quel plaisir, mais là je suis full reg en fait. Et surtout, là tu ne crois pas à quel point tu vas pas bouder ton plaisir, ça sort d'abord en Europe et pas au Japon. J'avais vu passer l'info, j'y croyais pas. Ça sort avant en Europe, quelques mois avant en Europe, avant le Japon. On aura une méta différente. On aura une méta différente. OP11. Et ça sera la première fois qu'on pourra créer une méta avant les Japonais. Trop bien. Faut créer une méta, on va juste prendre tout ce qu'il y a dans le starter noir et le mettre dans Teach. Oui, exactement. C'est quoi les cartes fortes? Voilà, super. Rien créé du tout. Mais c'est hyper cool, quoi. Effectivement, il y a aussi un Luffy violet, donc ça viendra aussi renforcer Purple Luffy. Où globalement, tu prends les decks actuels, il y a du support pour les decks actuels. Renforcer le violet, je vous en supplie. Parce que juste en termes de couleur, j'aime bien ça, mais ça n'a jamais rien fait. Attention, en OP11, c'est le violet qui est le plus dominant. Hein. Actuellement, au Japon, c'est le violet la meilleure couleur, quoi. Oui, mais genre, il faut attendre 11 extensions. Ouais. Quoi. Franchement, DOP10, ça commence un peu. DEB2 surtout. Ils ont annoncé aussi la roadmap compétitive 2025-2026 pour les compétiteurs. Tu peux l'afficher, il y a le calendrier. J'ai la roadmap? Ouais, ça vous permet de voir un petit peu le circuit compétitif, comment il va se goupiller en fonction des différentes sorties du jeu dans le monde. Parce que pareil, la sortie coréenne n'est pas la même que la sortie française, que la sortie japonaise. Donc là, vous avez toutes les roadmaps. Globalement, l'année, elle est toujours scindée en deux, avec les Worlds à la fin de ces deux semestres, on va dire. Qui culmine à chaque fois par des regional finals avec des cartes pareil hyper compliquées à récupérer avec des prix hyper intéressants. Ça c'est cadeau, je vous envoie ça comme ça, vous en faites ce que vous en voulez, on va pas forcément débriefer ça en profondeur. Il y a une information que j'ai oublié de noter, donc j'ai pas de visuel à vous transmettre, mais il n'y a pas grand chose, c'est qu'ils ont annoncé, non pas OP12, on sait pas du tout ce qu'est OP12, actuellement OP11 vient de sortir, ils ont annoncé OP13. Et pourquoi ils ont annoncé OP13 ? Parce que c'est les 3 ans du jeu, OP5, OP9, OP13. Donc c'est les extensions bangers, les extensions où il y a plusieurs mangas, où il y a des gold mangas qui sont généralement meta-defining comme on dit, parce qu'elles ont plein de bons jus. Et le thème de OP13, c'est Luffy, Ace, Sabo, les 3 frères.
Oh, donc peut-être Black Yellow Luffy qui fait un comeback. Énormément de support pour Black Yellow Luffy, même si on va voir qu'il a pris un tir à la banlist. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'attendaient à ce qu'ils bannent le leader. Ils n'ont pas banni le leader. Et non. Probablement pour qu'il reçoive ce support-là. Oh, ça va être incroyable. Mais par contre, je trouve que le thème est hyper hypant. On aura forcément 3 leaders, un Luffy, un Ace, un Sabo. Ouais. Et ils ont confirmé que c'est la première fois que Goldie Roger sera présent en leader. Parce que là, il a une seule carte. Une seule carte. Qui est une carte. Extrêmement forte. Qui est une vraie carte. Donc déjà, moi, je vous spoil OP13. 4 leaders, c'est donc Roger et les 3 frères. 3 mangas, c'est les 3 frères. Ouais, 4 mangas. Une gold. Mais c'est qui en gold? Et on part refaire un Roger. Ah oui, en Roger, il y a déjà, c'est vrai. En même temps, il y a combien de Luffy? Ils sont pas obligés de faire 4 mangas, ils peuvent en faire que 3. Hein. Il y a 5 mangas Luffy là déjà. Oui, il faut qu'ils se calment sur Luffy manga quoi. On n'en veut qu'une, on veut pas que la Luffy Gold soit aussi... Enfin, on veut pas que la Gold soit une manga. Mais bon, en fait, c'est hyper comment dire, hyper lisible de savoir à quoi t'attendre avec l'annonce de OP13 sur les 3 frères. Je vous le dis Moi, je suis en train de péter mon crâne là, j'ai envie de tout arrêter pour faire que du One Piece. De tout bail. Donc attention en fait parce que moi je suis à ça. Tout bail en boucle. Je suis juste à ça. Donc en tout cas hyper hypé, ça a fait plutôt consensus OP13 sur les 3 frères. 3e anniversaire, les 3 frères, c'est une espèce de good timing. Quel arc on va dire, parce que c'est souvent des arcs ou des thèmes, t'aimerais bien pour OP12 la faute... Ah je sais pas, je croyais que t'allais dire quel arc pour les 3 frères. En tout cas la photo de promotion c'est les 3 frères enfants. Ok, ce serait marrant des leaders enfants, ce serait bizarre mais ce serait marrant. Je sais pas. Et quel arc pour OP12? Ouais, genre un truc qu'on n'a pas trop vu. Ils ont fait un peu comme effet Famagic en mode ça arrive, c'est super lourd. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a avant. Et il y a quoi Quel gros arc n'a pas été mis en avant pour l'instant? En fait, on a eu un peu de tout, mais il y en ils a ont fait Wano, ils ont fait Ged, ils ont fait Wallcake, ils ont fait Punk Hazard, là, notamment récemment dans OP10. Ouais. Je crois que j'aimerais bien un arc pré-Grand Line. Ouais, un arc East Blue. Ouais, mais genre tout East Blue quoi. Un arc Lockdown, j'adore Lockdown. Et du coup, avec un bon dragon. Oh, mais merde, les 3 frères, c'est dragon la Gold Secret. Bah, pas forcément. Bah, ça pourrait. En tout cas, c'est Flavor avec le thème de OP13. Et c'est un peu un personnage qui est du même acabit que Gold Roger, un peu dans la stature. Ouais, ça peut. Quelqu'un disait la 4e manga, c'est les 3 ensemble. Ce serait incroyable. Mais il y a rarement de triptyque. Le prix de Zinzinx. Ouais. Ça va être fou. Ouais, je crois. Ou sinon, il me semble pas qu'il y ait d'arc comme ça, enfin d'extension comme ça, à la Basta. Il y a des cartes à la Basta, mais il n'y a pas eu de. Des cartes à la Basta, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui a été le main extension. Ouais. Peut-être. Alors attention, il y a quand même une extension avec Vivi, Crocodile et compagnie. Je crois que OP4 c'est un peu à la Basta oriented. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des personnages, mais je crois pas que c'était dédié. Mais je me trompe peut-être. Je crois qu'OP4 est quand même très très centré autour d'Alabasta. Ouais. Ok, ouais. Bon. On verra bien, en tout cas ce sont de belles annonces. Maintenant on va bien passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la banlist. La banlist est tombée, elle sera effective dès le 1er avril 2025. Alors étonnamment, ils n'ont pas communiqué sur le fait qu'elle soit effective pour le Japon ou pour l'Europe, vu que ça ne bannit que des cartes européennes et pas japonaises. Je suppose qu'elle est effective en Europe, c'est juste que c'est pas marqué sur le visuel que j'ai. Effectivement. Donc tu peux la montrer. Boum. Ils ont décidé de bannir Moria 8 et Jinbe 4. Ice Age à 1 et Kingdom Come à 6. Et ça peut vous paraître être une banlist tout à fait attendue. Je peux vous assurer que c'est hyper inattendu. Ouais. J'ai regardé beaucoup de créations de contenu compétitifs sur One Piece récemment. Il y avait vraiment un consensus qui appelait au ban de Luffy noir-jaune, de par le fait que ça fait un an que le deck existe et que tous les supports Luffy à 5, en fait, c'est un deck qui récupère juste des staples génériques. Hyper puissant. Ne veut pas trop faire One Piece. C'est ça, et en plus il a quand même l'opportunité de jouer des Moria 8 et tout. Enfin, en tout cas, ça pouvait être légitimement attendu que le leader parte. Jinbe aussi, pour le coup. Mais beaucoup surtout, de gens s'y attendaient. Justement, moi, ce que j'avais lu, c'était plutôt que au lieu de taper sur Jinbe, qui est quand même la mécanique puissante de Doflamingo, la meilleure carte du deck Doflamingo et qui aurait moins attaqué le portefeuille des joueurs, c'était Teach 2. Parce que Teach 2, c'est celle qui permet de rendre le deck totalement broken. C'est celle qui rend ton tour 5. En fait, au tour 5, avec Teach 2, tu peux spé 4. Et au tour 8, ça rend... Tu renvoies une carte au-dessus de ton deck. Tu prends une carte de ta main, tu la mets au-dessus de ton deck et tu prends 2 dons épuisés, tu les attaches à ton leader. Ce qui te permet au tour 5 de faire double spé Jinbe, 4 body. Surtout que c'est une carte qui est à 2 de cost, qui s'incline jamais. Donc du coup, elle est très difficile à aller chercher.
Et en plus de ça, ton adversaire, quand il doit gérer le board de Doflamingo, il a rarement envie de générer le Teach. Et donc, il y a des calculs compétitifs qui ont estimé que Teach, pour 2 mana, c'est 10 dons de gagner par game. Et en plus de ça, ça donne de la consistance à ton deck. C'est intéressant, tu vois. Je savais que c'était fort, mais je n'avais pas calculé comme ça. Et en plus de ça, ça rend tous tes spells gratuits. Enfin, pas gratuits, mais en tout cas vivants. Parce que ça te permet au tour 8 de faire Gravity Blade, je t'enlève 2 bloqueurs. Je mets 2 dons à mon leader. J'attaque avec ma dernière ressource. Et du coup, j'ai un tour de gestion avec un tour de spé. Et donc, en fait, ce qui rend le deck hyper populaire, enfin hyper puissant, c'était Teach à 2. Ok. Sauf que ils ont décidé, je pense, d'attaquer plutôt une carte qui n'était pas présente dans le starter deck, plutôt qu'une carte du starter deck. Et oui. J'ai vérifié parce que j'étais en mode attends, mais c'est quel Jim qui est dans le starter? Quand j'ai vu l'annonce, c'est l'autre. Lui n'est pas dans le starter deck. Et je pense que c'est judicieux pour économiquement, mais qu'effectivement en termes de puissance, ils ont un peu cassé la boucle au lieu de casser le power level du deck. Exactement. Donc, ils ont quand même atteint le power level, mais je ne sais pas si c'est le meilleur hit compétitif, ça en vrai l'avenir nous le dira, mais c'est le meilleur hit pour pas décevoir les gens qui ont acheté le starter 18, notamment pour se mettre au jeu en français. Moria, je suis assez content du ban. Je trouve que c'est une carte qui est très puissante, très satisfaisante quand tu la joues, mais pour avoir beaucoup joué contre, du coup, c'est vrai que c'est vraiment très puissant, notamment pas par sa puissance, mais par suivant les cartes que tu ramènes avec. Et ça crée, en fait, c'était pas juste les bodies, c'était genre ça ramenait des bloqueurs, ça ramenait des trucs qui refont des effets, etc., qui peuvent faire des boucles. Dans Lucci, Moria, c'est 21 dons de jouer. Et du coup, je trouve que c'est la bêtise que tu peux faire avec qui est problématique, plus que la carte. Donc je trouve que pour le jeu au global, c'est cool qu'il n'y ait plus Moria. C'est une carte qui brise le jeu des 7 familles, et toutes les cartes qui brisent le jeu des 7 familles de One Piece sont un peu problématiques. En fait, il est pas, on aurait dû les rater et le limiter ou à avoir un leader Moria, ou alors à ne spé que du cimetière que des Thriller Bark. Ouais. Pour le coup, la carte là, elle est hyper générique et c'était vraiment le boss de fin de tous les decks noirs. Même si le nouveau deck noir émergent contrôle, c'est Barbe Noire, et Barbe Noire, il joue pas de Moria parce qu'il joue pas de on-play. Ouais. Donc en fait, ce que les gens disent sur le ban de Moria, c'est un ban de complaisance, mais le méta en avait pas besoin, il était déjà plus joué. Oui, j'ai vu même sur les métas suivantes au Japon, il y a des moments où il revient, mais dans les decks noirs uniquement. Du coup, voilà, pas très représenté, donc ça reste ok. C'est ça. Je pense que c'est un ban qui arrive un peu tard en fait. Et c'est exactement ce que les gens disent. En fait, Moria, ça aurait dû partir en OP7 quand ça a vraiment détruit le méta à un certain moment donné. Là, tu as l'impression qu'ils disent en mode on vous a écouté, ouais, mais c'est un peu tard, c'est juste un peu osef. Et comme c'est une carte de PRB1, c'est un peu chiant pour ceux qui ont acheté. Ils savent aussi, ça c'est dommage. Ils savent aussi ce qui va sortir, donc peut-être que Moria ce sera reproblématique à un moment donné. Moi, je suis d'accord on banne parce qu'on sait que ça va être chiant, plutôt que de vous la laisser et qu'au bout d'un moment vous dites ça redevient chiant Moria, et à ce moment-là on banne. Je suis hyper d'accord que de toute façon il finirait par partir ce petit Moria. C'est trop gratuit, enfin même si ça coûte 8. C'est quand même gratuit comme spell, quoi. Pour Ice Edge, par contre, je suis sur le cul, le monde est sur le cul. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé. En fait, dès lors que tu enlèves Moria à Lucci, je pense que Lucci, il a plus de raison d'exister. Ça a été décidé pendant les Worlds, je pense. C'est 2 en top 4 ? Allez hop, tiens, on reprend les jouets. C'est une carte qui n'était pas jouée dans Blackbird parce que Blackbird n'en a pas besoin. Et donc, même si Blackbird n'est plus le deck noir préférentiel, il y a du support qui sort en juin. Je peux vous dire que le deck noir, c'est Blackbird, quoi qu'il advienne. T'inquiète. Mais même si on repassait sur des leaders noirs basse contrôle, en fait, leur enlever Moria, ça suffisait. Pourquoi tu leur enlèves Ice Edge? Ça, j'ai pas trop l'info. Et j'imagine qu'encore une fois, on peut faire confiance à Bandai, ils ont une vision supérieure, tu vois. Je crois que c'est ce que j'ai dit quand on en a parlé en live, c'est que la réduction de coût, en fait, ça allait faire des bêtises plus tard, toujours pareil, et du coup, c'est l'occasion. Déjà, tu mets un tir à un deck qui vient de gagner les Worlds. Donc au moins les gens font ok. Mais ça c'était prévu avant que le deck gagne les Worlds. C'est ça qui est hyper marrant, c'est que Lucci a gagné les Worlds alors que c'était inattendu et il se retrouve à avoir 2 cartes bannies, ce qui répond extrêmement bien finalement à la finalité des Worlds alors que c'était inanticipable de la part des. Enfin quoique si ça attendait à ce que ce soit BY Luffy qui gagne, les 2 hits auraient été fonctionnels. Ice Edge fonctionne aussi, si je veux dire. Ice Edge, Kingdom Come, Moria, tout fonctionne dans BY. En fait, cette banlist, elle est vraiment pour le noir jaune. Sans ban le leader. C'est ça qui est un peu malin. Je donnerai ma conclusion à la fin. Finalement, elle est assez maligne, cette banlist. Ils sont forts chez Bandai. Ils ont bien tourné autour en laissant les trucs jouables. C'est ça. Et pour finir sur Kingdom Come, que toi, tu joues dans NL, qui est une des meilleures cartes du jeu jaune et des meilleures cartes de NL, qui est jouée à la fois dans NL et à la fois dans BY Luffy. C'est hyper malin comme hit parce que ça attaque 2 decks qui allaient continuer à être forts. Genre NL en OP11, c'est redevenu hyper puissant. En fait, c'est en EB2. Ouais.
Ouais, c'est en mais EB2 ça parce existe toujours, quoi. qu'il y a un nouveau NR10 qui est juste ultra fort. Et c'est trop bien. c'est une carte qui a quand même un pattern de gameplay qui est hyper frustrant pour les joueurs Kingdom Come. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu prévois ton tour, normalement, il n'y a pas beaucoup d'éphémères. Ouais. Et justement, NR en joue beaucoup. Mais si tu joues des trucs genre Frankie qui joue gratuitement ou alors de la pioche, Capone qui dit juste t'attaques pas avec ça, là, c'est déjà très fort, ouais. Tu sais, Capone, ça a fait perdre des games à des gens, genre des games compétitifs. Tu fais ton tour, t'as létal, Capone, j'ai perdu. Et Kingdom Come, c'est ça de manière hyper exacerbée. Mais du coup, je pense que c'est pas un hit spécifique que ANL, c'est vraiment un hit aussi accidentel pour BY Luffy. Et du coup, ce que je trouve que, enfin, là où Bandai a bien fait son office, c'est que quand je regardais du contenu compétitif, et même moi j'avais un avis compétitif sur le jeu, on trouvait à chaque fois quelles étaient les cartes les plus problématiques de chaque deck. Et en fait, ils n'ont pas fait un ban de cartes problématiques pour chaque deck. Ils ont fait un ban d'ensemble de metagame, tu vois, avec des bans qui se répondent bien, tu vois. Genre là, on va nerfer les decks noirs Lucci, mais c'est pas grave, les gens ils perdent pas trop parce que maintenant ils ont Blackbird. On a attaqué Doflamingo, mais sans enlever entre guillemets la possibilité de jouer avec deux starter decks pour les joueurs débutants. Et BY Luffy qui aurait pu prendre son ban en tant que leader, bah en fait non, on va lui enlever à la fois son payoff de late game et deux autres cartes qui font partie de son écosystème. Et je trouve que c'est en fait une vision qui est beaucoup plus lointaine que les joueurs et qui prouve que Bandai fait très attention à son format. C'est très Je la malin. trouve assez maligne cette banlist. C'est très malin, mais par contre, c'est pas. Enfin, après, nous, on suit One Piece. Mais elle intervient tellement. En fait, c'est juste que quand tu la vois, tu te dis ouais, mais en fait, tout ce que vous avez banni là, on s'en fout plus tard. Aussi, mais du coup, ils pensent à notre format européen, enfin mondial, du coup, hors Japon. Et c'est cool. C'est cool en plus que c'est au World qu'ils annoncent ça. Donc, non, moi, je suis un petit peu tard, certaines cartes, effectivement, mais je suis content qu'ils laissent quand même pas le format vivre en mode ah bah il a vécu comme ça au Japon, donc on va le laisser pareil. Non, ils interviennent quoi. Ça veut dire que s'il y a besoin à l'avenir, d'ici 2026 du coup, ils peuvent le refaire aussi et c'est bien. Tout à fait. Donc voilà, dites-nous votre avis vous sur la différente banlist de ce que j'ai vu. Hein. À part, il y a toujours des gens qui ouin parce que de manière individuelle, ça a banni leur deck. Mais c'est la vie. Entre guillemets, ça c'est pas un argument qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la santé du jeu, à quoi ressemble le format, sans prendre en compte vos considérations individuelles. Je trouve que c'est une banlist qui a été très bien accueillie au global par la communauté One Piece. Tout à fait. Dernière annonce, je crois, sur One Piece. Et la plus folle, je pense. Et ça, c'était vraiment inattendu. Je crois que c'est ceci. On spéculait tous sur bien ces petits chiffres en bas des cartes dont on avait deviné. On l'avait dit avec Star Wars. On avait dit que, au même titre que Star Wars, ces chiffres serviraient probablement à mettre en place une rotation. Effectivement, la rotation a été annoncée enfin sur One Piece Card Game. C'est hyper rare qu'un TCG Bandai mette en place une rotation. Ça témoigne. Format éternel peut-être de prévu ? Ça a été annoncé. Il y aura un format éternel. Okay. C'est même marqué tout en bas, je crois. Vous pourrez recycler vos cartes qui ne font pas partie de la rotation. Je m'en doutais. Sans savoir, j'avais dit aux gens que ce serait ça, mais dans un format éternel. Les gens disent que c'était prévisible et en même temps non, parce que moi je suis consommateur de card game Bandai et je peux vous dire que Bandai fait pas forcément tous les efforts pour apporter de la pérennité et de la longévité sur son jeu, ce qui est le but d'une rotation. Tu sais, Bandai, ils ont souvent pensé, si c'est pas cette licence, ça sera une autre. Si le jeu il meurt, on en lance un autre et c'est pas grave, tu vois. Je trouve que cette rotation témoigne de la volonté de Bandai de capitaliser à long terme sur One Piece. Ça me ravit et ça m'étonne par la même occasion, parce que je sais qu'à la base, ils partaient pas là-dessus. Et pour le coup, cette rotation, elle a fait beaucoup plus débat que la banlist. Mais je pense parce que les gens savent pas. En fait, les gens savent pas. Si tu joues beaucoup, notamment à One Piece, c'est pas trop aux autres TCG, tu sais pas forcément comment ça marche. C'est pour ça que ça va être notre rôle aussi d'expliquer ça. En gros, pourquoi c'est bien une rotation. Même si à titre personnel, si un jeu arrive à trouver un moyen de ne pas mettre en place de rotation, ça me va. Il y a une rotation naturelle à Flesh and Blood qui est hyper maligne, qui du coup évite les rotations artificielles. Flesh and Blood, c'est une espèce d'autoban. C'est ça. Une fois que la carte a trop gagné. Je trouve ça hyper cool. Mais par contre, pourquoi une rotation, c'est important pour ton jeu ? Eh bien parce que toutes les cartes que tu vas perdre dans ta rotation, tu les aurais perdues, mais de manière beaucoup plus brutale, avec ou du power creep, invalidant tes cartes précédentes parce que Bandai a besoin de vendre les nouvelles extensions. Tout à fait. Ou alors avec des banlists hyper interventionnistes qui banniront tes cartes qu'on n'a pas pu power creep parce qu'elles étaient trop fortes, encore une fois, pour que les nouvelles extensions puissent exister. Donc si vous ne voulez pas, parce qu'en fait tous les gens disent « Ah ouais, mais avec la rotation, je peux plus jouer mes cartes de OP1 à OP4 ». Mais dans tous les cas, mon gars, si tu veux que ton jeu continue, tu n'aurais pas pu les jouer non plus.
parce que sinon, ça ne témoignait pas d'une bonne santé du format. Genre, Une rotation, ça te permet de perdre ces cartes-là, mais en le sachant et en l'anticipant, de manière moins brutale. Si jamais tu dis aux nouveaux joueurs ah, t'aimes bien One Piece, c'est cool, bah tiens, tu peux acheter ce starter là, c'est cool. Et après, bah, t'as 3 ans de cartes à acheter. Le type, il fait. Bah, ça, c'est trop bien pour l'accessibilité, clairement. Ça, 3 ans de cartes à acheter, je peux pas. Enfin, actuellement, il y a à peu près 3 ans de cartes. Genre, ça fait beaucoup, tu vois. Si tu lui dis, oui, mais ça rotationne, donc en fait, c'est que l'année en cours et les 2 dernières années, du coup. Ouais. C'est ça c'est par bloc de 4 extensions. Tu peux montrer, j'ai mis les blocs. Par bloc 4 extensions. Voilà. Juste après, normalement, il y a les blocs. Ah, voilà. ok. En gros, bloc 1, c'est de OP1 à OP4. Bloc 2, ça va jusqu'à OP9. Bloc 3 jusqu'à OP... Non, ça va jusqu'à OP8, à OP12 et après jusqu'à OP16 pour En bloc fait, 4. Et c'est toujours 3 blocs actifs. C'est toujours genre les fruits 1, 2, 3, puis 2, 3, 4, 3, 4, 5. C'est décalé d'un fruit en fait. C'est le fruit en cours et les deux d'avant. C'est le fruit en cours et les 2 d'avant, ouais. C'est ça, ouais. Oui, donc je disais 3 ans, ça fait beaucoup, mais en fait, ce sera des formats entre 2 et 3 ans. Mais c'est pour vous dire que ça va s'accumuler. Et si par exemple, dans 3 ans, il n'y avait pas cette rotation, tu dis, bah, faut récupérer 6 ans de cartes. Et là, du coup, ça commence à être vraiment énorme, quoi. Tout à fait. Donc c'est bien. C'est bien pour l'accessibilité du jeu et donc la contre-argumentation de ah bah du coup ça rend inutile mes cartes. Non, parce qu'il y a un format wild. Ouais. Et auquel cas de toute façon le jeu se serait occupé de les rendre inutiles parce que sinon ils pouvaient pas continuer à exister. Tout à fait. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs certaines cartes d'être reprint. Tout à fait. Ils l'ont annoncé en plus officiel. Pour qu'elle soit toujours légale. Exactement. Ils peuvent les reprint si par exemple une carte est reprint dans OP9 mais que c'était une carte de OP1. Et bien dans ce cas-là tu pourras la jouer, elle sera légale. Oui, avec son petit fruit. Même s'il y a le petit fruit 1. Exactement, tu pourras quand même jouer la carte du petit fruit 1, il n'y a aucun problème avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les TCG. Mais Bandai prend soin de ses joueurs, et putain ça fait du bien quoi. C'est très bien vu. Question du coup, où j'ai la réponse, mais NL. Oui. Il était de OP4 il me semble. OP5. OP5 ? Oh, quel plaisir. Quel plaisir. T'es bien. Il a un nom de plus le coco. T'es bien. Cette première rotation qui invalidera donc tous les sets sortis entre OP1 et OP4 interviendra le 1er avril 2026. Donc dans le pire des cas, même si vous détestez la rotation, c'est pas tout de suite. Logiquement à la réunification. Je pense que c'est timé pour à la réunification à OP13, je pense. Ouais. Hein. En tout cas, ça serait bien pensé que ça fonctionne comme ça. Il y a un contre-argument à cette rotation que je peux entendre, qui est financier. Ouais. C'est qu'en gros, ils annoncent la rotation après avoir vendu PRB. PRB qui est une extension qui réimprime que des cartes de OP1 à OP6, mais globalement beaucoup de cartes de OP1 à OP4. En même temps... ce à quoi je réponds, vous avez quand même un an pour y jouer les gars. Bah ouais, genre si jamais on te dit il y a une rotation, pas besoin d'acheter les premières, bah, y a plein de gens qui vont dire bah je reviens dans un an. Exactement. Alors que là tu fais vivre ton jeu. Ils étaient un peu obligés de réimprimer PRB. Et tout, qui vont rester value, je pense elles sont toujours jouées dans un format, non franchement c'est ok. Mais c'est vrai que s'ils avaient annoncé avant, peut-être que des gens auraient fait l'impasse sur PRB, alors que là, ils sont peut-être sautés dessus. Après, annoncé avant, il y a toujours eu ce petit fruit. Tout le monde savait que ça allait finir par tomber. Il y a écrit. En fait, il l'avait jamais dit, mais on s'en doutait tous. Ouais. Et je suis hyper content de ça. Je pense qu'on a bien fait de se mettre sur ce jeu. Il a l'air d'avoir de l'avenir. Trop bien. Tu connais la licence One Piece ? Moi, j'adore. Ouais. Ok. Et là, tu sais que pendant qu'on parlait, je me disais, mais Oda, je t'en supplie, fais des préquels, des sequels, développe l'univers pour vraiment avoir de quoi faire des années et des années de cartes. Continuer à dériver le jeu au maximum. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur One Piece. Globalement, on vous a parlé de quasiment tout. Le seul truc que j'ai pas évoqué, ils ont mis en avant aussi plein de sorties produits, des produits annexes avec donc des playmats exclusives, des packs anniversaires en anglais, avec des cartes, des skins collector, des coffrets, du produit. Mais je pense que ça avait pas forcément sens de vous les énumérer tous ici. Là, au moins, vous avez le gros de tout ce qui va se passer pour One Piece. Yep. Et punaise, il y a du lourd. Il y en a du jus. Bah, trop bien. Bravo One Piece, bravo Bandai.